Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire criminelle mettant en scène de jeunes adolescents, Kim Edward et Lucas Markham, alliés dans l'horreur et la cruauté. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous faire une annonce très importante. Faut savoir que le Petit Mogo est disponible en podcast. Je suis partout, Apple Podcast, Deezer, Spotify, donc n'hésite pas à venir et donner de la force. Tu vois, le matin, avant de partir au taf, tu peux écouter Mogo en mode podcast. Vous avez le lien en description et en commentaire, je vous attends très nombreux la famille. Là-bas, vous aurez du contenu exclusif en mode thread d'horreur et des affaires criminelles. Donc je vous attends tous très nombreux. Maintenant, sans plus attendre, on commence notre histoire. Cette affaire a eu lieu en Angleterre, plus précisément à Spalding, dans le Lincolnshire. Une famille composée d'une mère, Elizabeth Edward, 49 ans, et ses deux filles, Kim Edward, 14 ans, et Kathy Edward, 13 ans, qui va connaître une fin particulièrement brutale. Ils habitent au 5 Dawson Avenue. Ils sont dans une petite maisonnette mitoyenne. Depuis son plus jeune âge, Kim est persuadé que sa mère préfère sa sœur Kathy. Mais en réalité, l'entourage dira que Madame Edward ne montrait aucune préférence. Kim et Kathy ont également une grande sœur, qui n'habite plus au domicile familial. Le père ayant des addictions profondes à la drogue est également parti du domicile familial lorsqu'elles étaient encore petites. Les deux sœurs semblent avoir une bonne relation, d'autant plus qu'elles ont très peu d'années d'écart. En janvier 2008 déjà, une histoire de violence intrafamiliale a été rapportée aux services sociaux de Lincolnshire. Selon les sources, l'histoire a deux versions. La mère de Kim l'aurait violemment frappée à la tête, ou l'autre version, c'est que Kim aurait frappé sa sœur. Ce qui est sûr ici, c'est que l'issue est la même. Les deux jeunes filles sont placées en famille d'accueil durant 4 mois. Un épisode déjà traumatisant dans la construction du lien maternel de Kim qui n'a alors que 6 ans. Plus elle grandit, plus elle se persuade que sa mère et sa sœur se rapprochent. Elle a l'impression qu'elle complote contre elle. Cette idée finira par également anéantir la relation entre les deux jeunes filles. En août 2015, les services de santé mentale des enfants et des adolescents déclarent qu'après un suivi régulier auprès de la famille, un apaisement est visible et donc que les assistants sociaux n'interviendraient plus. Encore une affaire où les services sociaux et leur manque de moyens posent question dans une tuerie qui aurait pu être évitée. Ici, la santé mentale des enfants et des adolescents doit vraiment être un enjeu de préoccupation pour les dirigeants des pays, afin d'éviter que l'isolement ne se finisse par un meurtre ou que la personne ne mette fin à ses jours. Madame Edwards a plusieurs fois fait appel à des aides extérieures pour aider sa fille, notamment auprès de ses enseignants. Elle avait déclaré que Kim avait rédigé une lettre pour mettre fin à ses jours, et qu'elle faisait aussi souvent allusion à l'envie de s'enfuir. Elle ne comprend pas sa fille, mais elle avait bien conscience qu'elle n'allait pas bien. Même si les services sociaux ne sont plus dans la boucle, Madame Edward décide d'emmener sa fille chez un psychiatre d'urgence. Tout ça se déroule à la fin de l'année 2015, car Kim disait à qui voulait bien l'entendre que sa mère avait tenté de l'étrangler. La mère est horrifiée des propos de sa fille et va nier les faits. La mère semble au contraire protéger ses enfants et elle est très affectueuse. Tout ça était étrange, ça ne tournait pas rond. Nous savons seulement que ce suivi a permis de mettre en lumière le fait que Kim ne souffre d'aucune pathologie mentale. C'est dans ce contexte que Kim rencontre Lucas Markham, dans l'école Sir John Gleed. Ce jeune adolescent se fait remarquer par ses excès de violence réguliers. L'épisode le plus marquant, c'est quand il a pris une chaise dans sa classe et qu'il l'a jetée devant tout le monde. Faut imaginer un peu la scène. T'as un élève qui pète un câble, qui prend une chaise et qui la balance devant toi. C'est complètement dingue et là tu te dis qu'il va pas très bien. Suite à cet épisode, Kim et lui deviennent amis. Ils partagent la même vision sombre de l'existence. 2 ans après leur rencontre, le 23 mai 2015, il l'invitera à sortir avec lui via le réseau social Facebook. Avant de continuer sur le meurtre horrible qui va suivre, on va faire un petit flashback. Je vais vous raconter l'enfance de Lucas. Lucas Markham a grandi dans un environnement familial instable. Dès ses 4 ans, ses parents se séparent à cause de violences conjugales. Lucas, suite à un jugement, est placé dans une famille d'accueil, puis il est ensuite adopté par sa tante. Et comme si ce n'était pas déjà assez traumatique, sa mère décède 1 an plus tard d'une leucémie. Malgré son placement, il était très proche de sa mère et la considérait comme un pilier. Son père est depuis longtemps alcoolique et il y est resté. Il ne rend plus visite à son fils et ce, depuis très longtemps. C'est quand même un truc assez triste je trouve, d'avoir un père alcoolique,
Je pense que ça doit pas être facile. Dites-moi dans les commentaires, même si je trouve ça un peu indiscret, si vous avez vécu un truc un peu similaire, si vous avez eu un père ou une mère alcoolique et quelle a été votre expérience. J'attends vos petits messages dans les commentaires et j'ai hâte de vous lire. Comme je le disais, son père était alcoolique et ne lui rendait jamais visite. Durant cette période, Lucas rentre en guerre contre le monde entier. Il a eu une adolescence qu'on peut qualifier d'explosif. On trouve finalement peu d'informations sur sa vie, mais son comportement au sein des établissements scolaires et certains récits de camarades soulignent le côté sombre et très violent du jeune adolescent. Et je peux vous le dire, une telle enfance a de réelles conséquences psychologiques. Lucas présente une réactivité émotionnelle extrême doublée d'agressivité. Ces types de comportements violents avec des troubles émotionnels s'inscrivent dans les effets de l'exposition à la violence domestique. Les victimes éprouvent souvent des troubles de l'empathie, des stress chroniques et surtout reproduisent souvent les mêmes schémas de violence. Ici, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Sachant que je vous le rappelle, il est né dans une famille où les seuls gestes vus sont les coups de son père sur sa mère. Un enfant n'ayant pas le recul suffisant peut percevoir cela comme banal et le normaliser dans son comportement en grandissant. Là encore, l'entourage joue un rôle très important. On doit sensibiliser les jeunes enfants témoins de violences conjugales à la problématique de la violence comme pilier de leur apprentissage, et cela sur le long terme. Lucas n'a aucun suivi. Son quotidien se divise entre l'école et la maison. Sa relation avec Kim lui rapporte du réconfort et de l'écoute. Ça ne pouvait normalement lui faire que du bien quand on connaît sa vie. Tous les deux se retrouvent régulièrement à l'école et chez Kim, puisque petit détail qui a son importance, ils habitent à quelques kilomètres seulement l'un de l'autre. Au sein de l'école, ils sont victimes d'harcèlement scolaire, suite à des comportements jugés problématiques pour les autres. Cette situation grandissante rapproche et lie davantage les deux jeunes. Ça va les refermer dans leur bulle, seul endroit où ils se sentaient bien. Rapidement, sa mère comprend que la fréquentation du jeune homme pour sa fille n'était pas bonne. Pour autant, elle n'interdit pas sa fille de le voir, mais seulement dans le jardin du domicile familial. En octobre 2015, les deux jeunes adolescents fuguent dans les bois. Peu de temps avant la tuerie, Kim a déclaré que sa vie était comme un enfer vivant et ambulant. Certaines sources déclarent qu'elle aurait même tenté de mettre fin à ses jours. Elle aurait pris une forte dose de médicaments. La relation mère-fille qui, selon les dires extérieurs de la famille, s'était améliorée. Mais en réalité, ce n'était pas du tout le cas. Kim s'oppose à sa mère dès qu'elle le peut. Et toutes les raisons sont bonnes pour entrer en opposition avec elle. Elle avait décidé d'ailleurs de revoir son père, point sur lequel sa mère ne transigeait pas et refusait cette rencontre pour protéger sa fille. Lucas, quant à lui, a été expulsé de l'école pour violence, mais cela n'aura aucune incidence sur le couple et ses projets criminels. Malgré le jeune âge des deux protagonistes, le crime était bel et bien prémédité. 2 semaines avant la date fatidique, Kim et Lucas se sont retrouvés dans le jardin de celle-ci et autour d'un repas au McDonald's pour préparer l'impensable. Ils se mettent d'accord sur le fait que Lucas viendra avec un sac à dos. Un sac rempli de plusieurs couteaux de cuisine de 20 cm de long. Et tout ça était enroulé dans un t-shirt. Il devra se présenter devant la fenêtre de la salle de bain et taper 3 fois pour que Kim lui ouvre. Ensuite, ensemble, ils seront préparés pour commettre le meurtre de Madame Edward et de sa fille, Cathy. Comme vous l'avez compris, ces deux jeunes gens avaient un plan en tête. Ce soir-là, ils n'avaient qu'une idée, arracher 2 vies. Lors de l'interpellation, Lucas dira que 2 tentatives, le lundi 11 avril 2016 et 12 avril 2016, ont échoué, car lors de sa venue au domicile, et malgré le signal mis en place entre les deux jeunes, Kim ne l'entendra pas. Ici, ce détail montre bien la volonté affirmée de vouloir décimer cette famille, car à aucun moment ils n'ont renoncé. Le mercredi 13 avril 2016, alors que toute la famille est endormie, ou presque, Lucas rentre par la fenêtre de la salle de bain, avec l'aide de Kim, qui ce soir-là a bien entendu le signal. Avant de se diriger vers la chambre de Madame Edward, Lucas demande à Kim « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» Elle répondra par un oui. Mais finalement ce soir-là, elle n'arrivera pas à passer à l'action, et c'est donc Lucas qui s'en chargera. Il sort alors un couteau de son sac à dos. Ensuite, il se faufile discrètement dans la chambre de la mère endormie. Puis d'un coup, il commence à la poignarder, à 8 reprises. Il va violemment la poignarder à la gorge. L'attaque a été d'une telle brutalité que du sang a giclé sur les murs. Pendant qu'il commet cet acte horrible, elle se réveille. Elle griffe le dos de Lucas pour tenter de se libérer de son emprise.
Mais là, il va l'achever en l'étouffant avec son oreiller pour éviter qu'elle ne crie. Il ne voulait pas qu'elle alerte Cathy, sagement endormie dans la pièce adjacente. Kim déclara lors de sa garde à vue qu'elle est rentrée à ce moment-là dans la chambre. Elle dira qu'elle a touché la main de sa mère pour vérifier si celle-ci était bien morte. Lucas se dirige ensuite dans la chambre de Cathy afin de la poignarder 2 fois dans son sommeil. Kim déclara que le meurtre de sa sœur n'était en réalité qu'un geste symbolique pour éviter que celle-ci ne souffre de la perte de leur mère. Je sais même pas comment une sœur peut penser ça. C'est hyper sombre. À ce stade, la logique aurait voulu que les 2 jeunes gens fuient ou qu'ils se rendent à la police, mais pas du tout. Une fois tranquilles, après ce massacre, Kim et Lucas prennent un bain pour se débarrasser du sang présent. Ensuite, ils descendent le matelas de la chambre de Kim pour s'installer dans le salon devant la télévision. Les 2 jeunes vont déclarer par la suite avoir eu des relations sexuelles. Puis ils auraient mangé de la crème glacée. Et ils auraient fait ça à plusieurs reprises. Puis par la suite, à plusieurs reprises, ils ont pu se rendre à l'étage près des corps pour aller aux toilettes ou se laver. Ils décident ensuite de visionner les 3 premiers films de Twilight. Rien que ça, ces 2 jeunes, ou plutôt dois-je dire ces 2 monstres, étaient complètement fous. C'est fou de se dire que tu vas mater un film après avoir commis un tel massacre. Faut vraiment n'avoir aucune pitié, aucun cœur. Comme je le disais, ils décident de se mater la saga Twilight. Et c'est d'ailleurs à cause de ce détail que le couple de tueurs est surnommé plus tard par la presse comme les Twilight Killers. Le jour suivant, ils sont restés à la maison. Et selon certaines versions, ils avaient prévu de mettre fin à leur jour. Mais tout compte fait, ils ont préféré regarder le 4e film de Twilight. Dans cette histoire, nous allons de détails sordides en détails sordides. Puisqu'après les 2 meurtres, ils resteront pendant 1 jour et demi cloîtrés sur la scène de crime. Le jour suivant, la mère étant absente, ses collègues ont contacté les autorités. Et comme les 2 élèves ont été également portés disparus par l'école, la police se présente au domicile du 5 Dawson Avenue. Ils frappent, mais personne ne répond. En faisant le tour de la maison, un officier de police, Alistair Pullen, aperçoit les adolescents et force une fenêtre pour pénétrer dans la maison. Il demande aussitôt où se trouve Madame Edward. C'est alors que froidement, Lucas lui répond « Pourquoi tu viendrais pas voir par toi-même ?» Les 2 meurtriers sont placés en garde à vue. Martin Holvey, directeur de l'enquête, déclarera « Il est difficile de croire que les 2 jeunes aient continué de vivre normalement pendant 36 heures, à côté des corps sans vie. Ces meurtres tragiques et sans précédent sont pour lui le résultat de facteurs multiples. Mais avoir toute la vérité sur ce qui s'est passé dans cette maison ne sera probablement jamais connu. Lors de la garde à vue, les 2 jeunes gens de 14 ans sont entendus par des psychiatres pour juger de leur responsabilité au moment du crime. Kim a pu déclarer « Je voulais me venger de la façon dont elle m'a traité, et je n'aimais pas du tout ma maman. Je ne voulais pas qu'elle corrompe quelqu'un d'autre. » Elle terminera par dire « Je n'ai rien ressenti pour ma mère. Elle l'a mérité, et je suis heureuse qu'elle soit morte. » Ces paroles soulignent la haine et la rancœur qu'habitait la jeune fille. Lors du premier procès en 2016, les 2 accusés ont été placés sous l'ordonnance de protection de l'identité, car ils n'avaient à l'époque que 15 ans. Ils ont été condamnés tous les 2 à la prison à vie. Rapidement, les 2 font appel à la décision de justice et le 2e procès s'est tenu le 9 juin 2017 à la cour de Nottingham. Le juge Haddon Cave et la cour décident cette fois-ci d'annuler l'ordonnance de protection des identités. Ça permettait une couverture médiatique complète. Du coup, résultat, on a très peu d'informations concernant le premier procès. Pour l'appel, les charges étaient les suivantes. Pour Lucas, meurtre avec préméditation et pour Kim, homicide involontaire pour la participation aux 2 crimes. La préméditation et l'absence de remords des accusés conduisent la cour à les condamner respectivement à 17 ans et demi de prison. Les 2 psychiatres présents au procès, le docteur Tracy et le docteur Olivier, ont pu décrire la personnalité de Lucas comme étant émotionnellement instable avec des moments de dissociation. Le risque de récidive est élevé, puisqu'il déclare ressentir lors de son passage à l'acte un réel sentiment de calme et de bonheur. Un diagnostic formel à l'âge adulte du trouble de la personnalité est évoqué. Ce trouble étant lourd, on doit attendre la majorité et la fin du développement mental pour poser un diagnostic selon le DSM-5. Pour ce qui est de Kim, bien qu'elle ait admis sa participation à l'élaboration des meurtres, elle n'a jamais reconnu les meurtres eux-mêmes. Et c'est assez paradoxal d'entendre ça.
Les psychiatres ont pu soutenir des preuves soutenant son état mental, mais des désaccords sur le diagnostic approprié n'ont pas permis la détermination d'une condition médicale sur son fonctionnement. Aujourd'hui, les deux jeunes gens sont présentés comme les tueurs les plus jeunes du Royaume-Uni. Un parallèle a pu être fait dans la presse britannique autour du procès entre Lucas et Kim et Bonnie and Clyde, puisque chacun n'aurait pas commis de meurtre individuellement. Mais la rencontre des deux personnalités a conduit à la naissance d'un couple tueur. Notre histoire se situe à Calcutta, en Inde. Elle compte un peu plus de 6 millions d'habitants, et 19 millions si on prend en compte son agglomération. Calcutta est la capitale du Bengale occidental, un état dans le nord-est du pays. Il s'agit de la troisième ville du pays, derrière la capitale New Delhi ainsi que Bombay. Avant de débuter mon récit, je tiens à vous donner quelques informations. Comme l'affaire est récente, il faut parfois démêler le fil du récit. Donc s'il vous plaît, accrochez-vous bien pour bien comprendre tous les détails de cette histoire. Je vais essayer de faire de mon mieux et de tout vous faire comprendre. Pour commencer, je vous présente la protagoniste de notre récit. Momita Debnath est une femme de 31 ans, probablement née en 1992 ou 1993. Nous avons assez peu de renseignements concernant son enfance et sa famille. Vous me connaissez et vous connaissez ma manière de travailler. Vous savez à quel point il est important pour moi de présenter les personnes dont on va parler. Donc avec le peu d'informations qu'on a, je vais faire au mieux. La jeune femme se dirige vers le domaine de la médecine pour ses études. Elle rentre au RGK Medical College and Hospital de Calcutta. Il s'agit du premier établissement en Asie regroupant à la fois une école privée de médecine et un hôpital. Au moment de notre histoire, en 2024, la jeune femme y est interne en 3e année de médecine. Le 8 août, Momita effectue son quart à l'hôpital comme il est de rigueur. Elle est sur une garde de 36 heures et elle vient déjà d'effectuer 20 heures. À l'issue de ce temps de travail, la médecin est épuisée. Elle a quelques plans pour la soirée avant de prendre un peu de repos et de prendre la suite de son service. Mais des collègues de la médecin s'étonnent de ne pas la voir prendre son service. Cela ne lui ressemble pas, d'autant plus qu'elle était bien présente pour assurer son travail quelques heures plus tôt. Le temps passe et elle finit par être signalée comme disparue. C'est vers 7h30 que la jeune femme est finalement retrouvée. Momita est décédée. Son corps est en partie dévêtu et couvert de sang. La police est prévenue, mais pas tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Une enquête débute rapidement afin de comprendre ce qui s'est passé. Le parcours de Momita est retracé grâce aux témoignages du personnel hospitalier. Peu après minuit, la jeune femme rejoint 4 collègues de travail. Ils commandent de la nourriture et partagent le repas dans une salle de séminaire, tout en regardant les Jeux Olympiques. Les collègues se quittent et Momita envisage d'étudier un peu ses cours dans une autre pièce. Cependant, les salles de repos semblent toutes occupées. La jeune femme est rejointe aux alentours de 2 heures du matin par un autre médecin. Les deux personnes discutent du traitement d'un patient. Au même moment, elle reçoit le message d'un cousin qui lui demande de ses nouvelles. Momita répond vers 2h35. Selon elle, tout se passe normalement à l'hôpital. Peu avant 3 heures du matin, elle est aperçue sous une couverture rouge. La jeune femme est allongée et visiblement prête à s'endormir. Et elle s'endort dans les minutes qui suivent. À 9h30, soit 2 heures après la découverte de son corps, les informations transitent en dehors de l'hôpital. L'assistant du superintendant de l'hôpital, Dwaypayan Biswas, contacte les parents de Momita. C'est lui qui annonce la terrible nouvelle. Le responsable en charge du poste de police est également informé par la suite. Le signalement est ensuite diffusé au poste de police en dehors de l'hôpital. Les premiers agents travaillant en dehors de l'établissement arrivent vers 11h30. L'autopsie de la victime permet d'en apprendre davantage sur son calvaire. Son corps comporte une multitude de blessures. Je vous préviens, pour cette partie de la vidéo, faites attention à vous. Les détails sont nombreux et graphiques, contrairement à certaines affaires que j'ai pu traiter jusqu'à aujourd'hui. Donc pour toutes les âmes sensibles, je préfère vous prévenir, abstenez-vous. La jeune femme a été griffée au visage et sa tête projetée contre un mur ou le sol de la pièce. Elle a ensuite été maintenue fermement au niveau du cou. Sa bouche a visiblement été recouverte pour ne pas que ses cris alertent ses collègues. Elle a des blessures sévères aux parties intimes, la jambe droite, la main gauche ainsi que l'annulaire. La victime a tenté de se défendre, comme en témoignent les nombreuses coupures présentes sur son visage et ses mains. Ses propres lunettes se sont brisées au cours de l'attaque. Des morceaux de verre se sont logés dans ses yeux. Imaginez juste la scène. C'est absolument horrible. Momita a également subi un acte intime forcé avant de perdre la vie. Une importante quantité de liquide intime masculin, pour ne pas dire autre chose, est retrouvée en elle.
Suite à cet acte abominable, son meurtrier l'a étranglé. Une pression a été exercée au niveau de son cou, et tout ça a provoqué une fracture du cartilage thyroïdien. Cette jeune femme a subi les pires horreurs. L'examen démontre également une fracture de la clavicule. Le rapport du médecin légiste est détaillé sur 4 pages au total. Il fait état de véritables actes de torture. Momita a été victime de nombreux saignements, notamment au niveau de ses parties intimes. La jeune femme a vécu toutes ses souffrances avant d'être achevée suite à cet acte lâche. L'acte subi par la jeune femme est qualifié de pervers et de torture intime. La quantité de liquide intime retrouvée aurait laissé supposer au médecin légiste que Momita a été attaquée par plusieurs individus. La police ne confirme pas l'hypothèse. La scène de crime est examinée. Aucune affaire de la jeune femme est manquante. Son ordinateur portable, son téléphone, son journal, des lunettes cassées se trouvent juste à côté d'un ordinateur portable. Un écouteur Bluetooth est découvert aussi. Il semble appartenir au meurtrier. Une bouteille se trouve également sur place. L'eau qui était dedans a été déversée à proximité de la tête de la victime. Les bandes de vidéosurveillance de l'hôpital sont également d'une grande utilité. On peut également retracer le parcours de Momita jusqu'à ce qu'elle se dirige vers la salle de séminaire. Et effectivement, un homme finit par se distinguer des autres. L'individu entre dans l'hôpital vers 4 heures du matin. Il a autour du cou une oreillette similaire à celle retrouvée sur la scène de crime. L'homme que l'on peut désormais qualifier de suspect a quitté les lieux 3/4 d'heure après son arrivée. Une recherche est lancée avec le portrait de l'individu. Les policiers ne vont pas mettre beaucoup de temps à découvrir son identité. Il se nomme Sanjay Roy, 33 ans, et il a déjà travaillé au sein de l'hôpital. L'homme n'est pas médecin, mais en lien avec la police de la ville. Des agents de police sont envoyés chez lui le lendemain des faits dans le but de l'interpeller. Il est placé en détention judiciaire pour les 14 prochains jours. Le portable du suspect est fouillé directement. Il est confirmé dans ses paramètres Bluetooth que l'écouteur y est bien parmi les appareils affiliés. Il contient également des vidéos violentes et à caractère intime. À ce moment précis, Sanjay n'est pas intimidé par les agents de police. D'après les autorités, il ne met pas bien longtemps pour avouer son crime. L'homme n'a pas le moindre remords. Il se fiche même de ce qu'il risque pour avoir commis ce crime. Il aurait même déclaré « Si vous voulez, vous pouvez même me pendre ». Alors je sais pas pour qui il se prend, et excusez-moi, je vais être vulgaire, mais cette petite merde, je vous jure que je comprends pas comment tu peux réagir comme ça. Tu viens de commettre les pires choses qu'on peut faire dans cette société et tu oses agir de cette manière. Alors désolé, mais c'est la moindre chose de dire que cette petite merde est un véritable monstre. Elle est tombée sur un démon, Meskina, et ça fait vraiment de la peine. Désolé d'être aussi vulgaire, mais ça me dépasse. Là, je suis en train de vous raconter l'histoire depuis le début. Faut que ça sorte au bout d'un moment. Faut pas m'en vouloir. Ouais. Donc comme je le disais, ce monstre n'a aucun remords. Et on va essayer de creuser qui était cet individu. Le suspect a un parcours de vie assez intéressant. Sanjay est bénévole pour un département de police de la ville depuis 2019. Il est un temps affecté au groupe de gestion des catastrophes. L'homme est par la suite transféré à la cellule de protection sociale. Sanjay se retrouve même à travailler dans un poste de police à proximité du RG Medical College and Hospital. L'homme intervient parfois dans l'établissement. Cela lui permet d'avoir libre accès aux différents services de l'hôpital. Sanjay ne se révèle pas aussi bienveillant que l'on pense. Il profite de ses connexions avec des agents de police pour bénéficier d'avantages. Il récupère des t-shirts de police de Calcutta et prétend être un agent des forces de l'ordre. Il suit un entraînement dans les sports de combat, et notamment la boxe. L'homme utilise une moto avec le sticker de la police pour ses déplacements. Il a même le droit à un plein journalier de 5 litres de carburant gratuit. Il peut ainsi aller où bon lui semble et comme il le souhaite. À l'hôpital, il n'hésite pas à raqueter les proches des personnes malades. Il réserve un lit d'hôpital en échange d'une grosse somme d'argent. Quand je vous dis que c'est une merde, c'est pas pour rien. Et je pense que plus vous en apprenez sur cet homme, plus vous êtes d'accord avec moi. C'était un véritable démon. Et franchement, je suis mesuré. La vie amoureuse de Sanjay est tout aussi complexe. Il est réputé pour être un coureur de jupons. Sanjay a été marié au moins 4 fois. 3 de ses ex-femmes l'ont quitté pour des faits de violence, qui sont d'ailleurs connus de la police. Une 4e épouse est apparemment décédée d'un cancer en 2023. Quand on sait ce qu'il a fait à la pauvre Momita, imaginez ce qu'il a pu faire à ses ex-femmes. Ça en dit très long malheureusement. L'homme n'a pas une bonne réputation dans son voisinage. Il est connu pour être un individu violent, souvent de retour chez lui, ivre, tard le soir. Les violences qu'il a pu exercer à l'égard de ses épouses ne sont pas non plus une surprise pour la police.
Il est reconnu coupable par 2 fois pour des actes d'agression. Sanjay a attaqué sa femme enceinte en 2022. Il s'est également montré agressif à l'égard d'une femme médecin quelques semaines avant le meurtre de Momita. Sanjay n'est aucunement inquiété pour ses agissements. L'homme ne reçoit aucun blâme par sa hiérarchie non plus. Par contre, quelque chose me dérange ici. Un homme qui a un casier judiciaire et qu'on laisse travailler avec la police, c'est complètement farfelu. Il avait un casier judiciaire pour des faits de violence, de vol, d'agression, et on le laisse travailler sans qu'il perde son poste. C'était du grand n'importe quoi. Sanjay n'est pas policier à proprement parler, mais il travaille pour la communauté. Il représente une institution. Ici, j'imagine que ses relations l'ont bien aidé à s'en tirer. Le parcours de Sanjay la nuit des faits est retracé également. L'homme s'est rendu dans un lieu proche de l'hôpital, où il a consommé de l'alcool sous les coups de 23 heures. C'est une sorte de cachette où on sait qu'il se rend régulièrement. Il ne fait pas que consommer de l'alcool là-bas, il consomme également des vidéos à caractère intime. On parle ici d'un contenu brutal que tous les amateurs du genre ne seraient pas en mesure de regarder. L'homme entre dans l'enceinte de l'hôpital à plusieurs reprises, sans renseigner la raison de sa présence. Comme vous avez pu le comprendre, au travers de sa biographie, Sanjay s'autorise pas mal de choses. Une femme se présente à la police le 12 août, 2 jours après son placement derrière les barreaux. Elle raconte qu'elle a été harcelée par Sanjay les 3 derniers mois. Ils se sont rencontrés au RG Car Hospital. Elle ne fait pas partie du personnel de l'hôpital, mais est venue rencontrer un médecin. Sanjay se rapproche d'elle et lui propose de l'aider pour aller chercher ses médicaments. Elle accepte et lui donne son ordonnance. L'homme serviable en profite pour noter son numéro de portable présent sur le document. Sanjay souhaite la revoir et devant son refus, il devient menaçant. Malgré ses aveux, Sanjay bénéficie d'un soutien de taille, celui de sa mère. Cette dernière assure que son fils n'a pas commis ce crime, qu'il a été piégé. D'après elle, la police lui a mis la pression pour qu'il avoue sa responsabilité. Le pays apprend les événements. C'est un véritable choc national. Une jeune femme médecin agressée puis tuée sur son lieu de travail, c'est inimaginable. Et tu m'étonnes, c'est complètement absurde. Même dans les endroits où tu te dis c'est safe, il va rien m'arriver, bah c'est là qu'il t'arrive le pire. On vit dans un putain de monde de fous, bordel. T'es à l'abri de nulle part. Pour ça qu'il faut toujours rester sur ses gardes, malheureusement. Comme je le disais, le pays est sous le choc. Les gens veulent des réponses et des manifestations sont organisées. De nombreux cas d'agression intime sont recensés chaque jour dans le pays. Les responsables ne sont pas toujours retrouvés. Quand c'est le cas, leurs condamnations ne sont pas suffisamment à la hauteur. La colère va monter davantage quand une vidéo fait son apparition. On prétend qu'il s'agit des derniers instants de Momita avant qu'elle décède. Ce vidéo se révèle être un fake dans le cadre de l'affaire. Il s'agit en fin de compte d'une scène de film ou d'un spot publicitaire tiré de son contexte. Momita n'a pas été filmée par son assassin avant de mourir. Toutes les personnes qui parlaient de vidéo, bah c'était fake. Le décès de l'interne en médecine a provoqué bien plus que des manifestations en chaîne. Des marches aux chandelles sont organisées dans le pays, en particulier par les femmes du milieu médical. Ces événements sont nommés Women Reclaim the Night. Littéralement, les femmes récupèrent la nuit. On peut y voir une inspiration du mouvement Reclaim the Night ayant eu lieu au Royaume-Uni dans les années 1970. Cette devise faisait déjà référence aux violences envers les femmes. Les gens veulent des réponses concernant les manquements à l'égard de la sécurité des femmes. Nous sommes ici sur un cas particulier. Une femme tuée au sein de son lieu de travail, un hôpital. Un tel établissement bénéficie normalement d'un dispositif de sécurité ainsi que du personnel. Nous sommes sur une grosse structure et on ne peut que constater les failles du système. Les syndicats étudiants ainsi que les collègues de travail de Momita se mobilisent. Ils souhaitent que le coupable soit condamné et que la sécurité soit renforcée sur le campus de l'école. L'affaire est prise au sérieux par les autorités du pays, compte tenu de la violence et de la gravité des faits. Des mesures sont envisagées dans les jours suivant le meurtre de Momita. La police ne semble pas être en mesure de régler l'affaire rapidement. Une demande est faite dès le 13 août pour que le CBI récupère le dossier. Cette enquête est formulée par la Haute Cour de Calcutta. Le suspect a des connexions avec la police. Il est probable que ces relations puissent intervenir en sa faveur. On suppose que les preuves pourraient être détruites. Le transfert de l'enquête est effectué la même semaine. Le docteur Sandeep Ghosh, chirurgien et directeur de l'école, démissionne de son poste rapidement après les faits. Il indique ne pas pouvoir supporter l'humiliation suite aux nombreux articles dans les médias, sans compter l'implication des réseaux sociaux. Il évoque également la prise de parole des politiciens, qui n'ont pas hésité à le diffamer. L'homme rebondit assez bien suite à cette démission.
Il est nommé directeur du Calcutta National Medical College. Cette information ne passe pas inaperçue. Le docteur Ghosh se retrouve de nouveau sous les feux des projecteurs. La haute cour de la ville intervient une fois de plus le 13 août. Le gouvernement ainsi que les autorités compétentes sont sommés de placer le médecin en congé prolongé. Cette nouvelle prise de poste n'est pas non plus passée auprès de l'institution judiciaire. Le 12 août, un appel à la grève nationale du corps médical est lancé par la Federation of Resident Doctors. 8000 médecins répondent à Mumbai et au sein de l'État de Maharashtra. L'association médicale indienne fait une demande auprès du ministre de la Santé de l'Union, J.P. Nadda. Une loi doit être promulguée dans le but de protéger le personnel médical des violences. 2 jours plus tard, la police se retrouve submergée. Un groupe d'individus pénètre dans l'hôpital. Les personnes vandalisent les locaux, rajoutant de l'horreur et de la terreur. Les agents font alors usage de gaz lacrymogène, ainsi que de leurs matraques. Au total, 19 personnes sont interpellées par la police de la ville. Les autorités estiment être désormais la cible dans l'affaire. Le CBI est rapidement mis sur le coup. Une vingtaine de personnes sont interrogées, du personnel de l'hôpital aux premiers policiers ayant enquêté. La scène de crime a fait l'objet d'une cartographie 3D. L'hôpital est placé sous étroite surveillance. Les manifestations sont interdites jusqu'au 24 août. De nombreux mystères semblent entourer l'affaire. Momita n'aurait pas été retrouvée dans la salle de séminaire où elle comptait dormir. D'après un article, son corps se trouvait dans une pièce en face, se trouvant alors en plein travaux. Ici, pour être honnête, je sais pas si on peut se fier à cette information. Je vous rappelle que la police n'est peut-être pas fiable dans cette affaire. Je me demande si Momita n'aurait pas été déplacée afin de cacher le plus longtemps possible les faits au personnel de l'hôpital. L'annonce aux proches de Momita également ne correspond pas à la réalité des choses. La situation est décrite par le surintendant comme une mort auto-infligée et non un meurtre. Les parents de la victime arrivent à l'hôpital vers 13 h. Le personnel médical, étonnamment, leur refuse l'accès. La famille de Momita se retrouve à patienter 3 heures à l'extérieur de l'enceinte. De longues heures durant lesquelles ils ne peuvent pas voir le corps de la jeune femme. Ici, je vous avoue que je n'ai pas bien compris ce comportement. Je me demande si c'est autorisé d'interdire l'accès d'un hôpital, quand les individus en question ne sont pas dangereux. Là, on parle de 2 personnes qui ont été contactées par l'employeur de leur fille pour leur annoncer son décès. Quand l'accès est enfin autorisé, c'est le choc. Le corps de la jeune femme se trouve dans une posture troublante, les jambes placées à 90 degrés. J'ai pu lire au cours de mes recherches que cela pouvait signifier des blessures importantes au niveau des os pelviens. Comment on peut présenter un décès volontaire compte tenu des blessures qu'a subi Momita? C'est complètement absurde et ça n'a aucun sens. Les proches ne sont pas dupes. Ils ne vont pas tarder à comprendre que tout ce qui est dit est complètement faux. Jamais leur fille n'aurait pu se faire des choses pareilles. Les internautes sont également actifs concernant l'affaire. Le gouvernement est fortement critiqué pour ne pas avoir agi suffisamment pour la sécurité des femmes. Des célébrités du cinéma indien n'hésitent pas à réclamer justice. Le joueur de cricket Harbhajan Singh écrit par ailleurs une lettre requérant la prise de mesures par les autorités de l'État. L'affaire fait également beaucoup de bruit à l'international. Des manifestations interviennent entre autres au Bangladesh, en Australie, au Canada ou en Allemagne, pour ne citer que quelques exemples. L'enquête est à ce jour toujours en cours. En effet, de nombreuses preuves sont encore en train d'être analysées. Sanjay Roy est toujours considéré comme le suspect numéro 1 à ce jour. Nous nous retrouvons pour la conclusion de notre affaire. Et comme vous venez de le voir, elle est si choquante. J'imagine pas la folie en Inde suite à la découverte de ce fait divers. Et je tiens à dire que j'ai vraiment beaucoup de peine pour les femmes qui vivent là-bas. Vivre dans un pays qui ne protège pas assez les femmes, c'est complètement absurde. Aucune véritable mesure n'est prise et ça, c'est pas normal. Entendre des faits divers de la sorte, c'est juste pas possible. Donc j'ai beaucoup de peine pour ces femmes qui vivent dans une certaine paranoïa, dans une insécurité et qui se demandent si un jour ça va pas leur arriver. Je vous souhaite beaucoup de force et beaucoup de courage, vraiment. Comme je le disais, le choc est immense en Inde. Dans ce pays où malheureusement les agressions de femmes sont fréquentes, l'attaque à l'encontre de Momita semble avoir été la goutte de trop. Momita Debnath est une interne en médecine de 31 ans quand le pire survient. Une nuit d'août 2024, elle est surprise dans son sommeil par un monstre sur son lieu de travail. La jeune femme tente de se défendre, mais son agresseur est violent, enragé et ne lui laisse aucune chance. Momita est brutalisée, torturée, agressée avant de perdre la vie. Le pire dans tout ça, c'est que personne n'a entendu ses cris, même étouffés. Personne n'a vu l'agresseur quitter la pièce, puis l'hôpital. Ce n'est que quelques heures plus tard, après l'inquiétude de ses collègues,
que son corps a été découvert. Le suspect numéro 1 est un homme qui exerce auprès des services de police de la ville. Pourtant, il est loin d'être un officier des forces de l'ordre. Il est bénévole au sein d'un service d'un poste de police. Mais il a su trouver de qui tirer ses avantages. Se faisant passer pour un policier, il circule avec sa moto dans la ville. Il revêt même certains vêtements relatifs à l'uniforme. Et avec cette fausse identité, il a dupé de nombreuses personnes et harcelé de nombreuses femmes. Je tiens à présenter mes condoléances aux proches de Momita. La tragédie est récente et a été d'une violence inimaginable. Personne ne devrait mourir ainsi, pas sur son lieu de travail, pas quand on voue son existence aux autres. C'était une belle personne qui voulait aider son prochain et regardez ce qui lui est arrivé. J'aurais aimé vous dire que l'affaire a été réglée, mais à l'heure où je conclus, elle est toujours en cours. Je vous donnerai des nouvelles dès que possible sur mon Instagram Mogota-sama. Donc n'hésitez pas à me suivre. Maintenant, j'attends vos avis concernant cette histoire dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à vous abonner pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine. Quant à nous, on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous et vos proches, c'était Mogota.